Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le TIE Fighter. Toujours aujourd'hui, on termine la modélisation. Donc comme vous venez de voir, je viens de faire tous les détails en accéléré. Encore une fois, si vous n'avez pas tout percuté, ce n'est pas grave. Rappelez-vous que si vous êtes abonné, vous pouvez voir les scènes directement en ligne gratuitement. En parlant de ça, j'y reviens comme d'habitude. En vous connectant sur le site officiel de musson-live.com, eh bien, vous pourrez avoir accès dans la section formation à absolument tous les cours que Motion Live a pu faire jusqu'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, c'est rangé par logiciel, et dans chaque logiciel, par exemple si je clique sur Blender, eh ben, on va avoir nos cours dans l'ordre d'une production classique, d'accord. Donc l'idée c'est molding, rig, anime, texture, rendu, etc. Donc on va garder cet ordre logique de production qui se passe dans les sociétés aujourd'hui pour que vous puissiez avoir la meilleure formation possible. Le plus intéressant sur cette page, c'est cette partie ici en haut. C'est la partie où vous pouvez vous abonner. Alors à quoi ça sert de vous abonner? Eh bien je vais vous expliquer de suite. C'est extrêmement simple. En fait, en vous abonnant, vous allez pouvoir avoir accès à absolument toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels. C'est-à-dire que par exemple, on a un cours sur Blender, et bien vous pourrez télécharger la scène de Blender du cours et pouvoir comparer avec votre scène. À quoi ça sert? Eh bien, quand vous pourrez comparer avec la scène modèle et votre scène à vous, vous allez pouvoir comparer un petit peu, jouer au jeu des différences, voir ce qui va pas de chaque côté, comparer ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus rapide, et ça va vous permettre d'accélérer et de vous améliorer hyper rapidement. Deuxième point positif, si vous avez un problème, et bien vous n'avez plus à chercher la réponse, il vous suffit de regarder dans la scène modèle comment ça a été fait, et vous allez voir que vous allez gagner un temps fou. Autre avantage, si vous vous abonnez, eh bien c'est l'avantage de pouvoir recevoir tous les cours en avant-première par mail. Donc vous allez recevoir les cours 2 semaines avant tout le monde par mail, et en plus ça vous permet encore une fois de rater aucun cours et d'être sûr de ne rien manquer, et donc de vous améliorer le plus rapidement possible. Voilà, cette petite présentation est faite comme d'habitude. On peut revenir au cours. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le modeling des détails, donc c'était vraiment juste du détail, hein. On a rajouté quelques petits éléments, quelques extrudes. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire, c'est juste un peu long, il faut un peu de patience, mais une fois que ça c'est fait, eh bien c'est ce qui amène la crédibilité à votre modèle. Donc ne soyez pas fainéant sur les détails, c'est vraiment très important. Une fois que cela est fait, eh bien on va aujourd'hui simplement renommer nos objets, et en fait on va dire un petit peu ranger notre scène pour que notre objet soit on va dire terminé. On n'aura plus qu'à faire les UV comme sur le X-Wing. Alors pour ça, on va commencer par nommer nos objets. Donc comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche dans mon outliner, en gros c'est tous les noms de ma scène, tous mes noms s'appellent cube, cylindre ou plan. Donc c'est pas terrible, et donc on va venir simplement retravailler ça et avoir des vrais noms. Donc comment on fait ça? Eh bien on vient sélectionner par exemple ici notre cockpit, et on va l'appeler cockpit. Dingue. Une fois que le cockpit est fait, hop, eh bien on va faire le reste. Donc ici on a les ailes, d'accord. Ici on a le détail des ailes. Ici on a le détail des ailes numéro 2. Vous embêtez pas, ne soyez pas très précis dans les noms en fait. Il faut absolument juste que vous sachiez ce que c'est quand vous voyez le nom, c'est tout. Rien d'incroyable. Ne soyez pas hyper rigoureux là-dessus, ça ne sert à rien, c'est vraiment qu'une perte de temps. Donc là ici c'est la tâche L. Tac, vous voyez, c'est vraiment relativement simple. Il faut juste savoir du premier coup d'œil à quoi correspond quoi. Donc voilà, vous mettez les tailles au bon endroit, etc. Donc je renomme et on se retrouve dans 30 secondes. Voilà, donc maintenant on a terminé la partie du renommage. Donc vous voyez que, hop, on a oublié un ici. Plan, ah oui. Voilà. Donc on a terminé la partie du renommage. Donc maintenant on n'a plus qu'à venir mettre les modifieurs qui vont servir au modeling. Donc les modifieurs, rappelez-vous comme on a fait sur le X-Wing, donc de subsurf et de bevel, pour pouvoir durcir les angles. Vous allez voir, on va travailler un peu plus rapidement que sur le X-Wing. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ça va nous permettre de faire moins de bevel en modé, plus de subsurfing, de subsurface directement en modifieur. Vous allez voir, c'est très très sympa. Donc pour ça, comment on fait? Vous prenez votre modèle. Alors à la différence du X-Wing, notre modèle ici ne sera pas rigué, puisque les ailes ne bougent pas. Il n'y a que dans le X-Wing où les ailes bougent. Comme notre modèle ne sera pas rigué,
on peut laisser les mirrors sur les objets. Rappelez-vous, sur les X-Wing, on avait enlevé les mirrors, on avait appliqué tous les mirrors, parce que comme ils seraient réglés, on aurait eu des problèmes sinon derrière. Là, comme il n'est pas réglé, on peut se permettre de laisser les mirrors actifs, ça va alléger notre scène, et c'est très bien. D'accord? Donc par exemple, sur ce modèle-là, ici, eh bien, on a un mirror, et c'est très bien, d'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Rien à faire sur ce modèle-là. On va venir parcourir les modèles au fur et à mesure. D'accord? Sur ce modèle-là, ici, rien à faire non plus. D'accord? Sur ce modèle-là non plus. Sur ce modèle-là non plus. Donc celui-là, on n'a rien à changer non plus. Celui-là, non plus. Sur les canons, par exemple, par contre, on va devoir s'arranger pour qu'ils soient bien arrondis, bien ronds. Pour ça, comme on l'avait vu, rappelez-vous, c'est simplement un subsurface pour arrondir les angles. Mais regardez ce qui se passe quand je mets un subsurface. Bim, on a un truc tout bizarre. On a notre canon qui se déforme de ouf. Et on voudrait que nous, il garde nos bouts de cylindre durs, donc pas arrondis. Pour ça, en fait, rappelez-vous, nous, en modé, on faisait comment? On venait mettre des bevels ici, comme ça, 3 edges à chaque fois, pour pouvoir durcir la face. Maintenant, regardez quand je le fais, ici ça fonctionne. Mais en fait, il y a une solution plus simple encore, c'est de venir mettre un modifieur en fait bevel. Quand on met un modifieur bevel, c'est vraiment génial parce que le modifieur bevel va nous mettre un bevel sur toutes les faces. Alors là, ça ne nous intéresse pas parce que si le bevel est sur toutes les faces, quand je fais le subsurf, on a l'impression en fait qu'il n'a rien fait. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui est intéressant avec le bevel, c'est que vous pouvez définir un angle limite. Et l'angle limite, ça c'est vraiment hyper intéressant parce que en fonction de cet angle, il va faire ou pas un bevel. Donc on va mettre 2 segments pour faire le bevel, d'accord? Et là, on va pouvoir dire, et regardez, si l'angle augmente, tac! Hop! Et là, je me retrouve avec exactement ce que je voulais en subsurf. D'accord? Avec bien l'arrondi, tac, et le durcissement au niveau des angles les plus durs, donc 90 degrés. Alors moi j'ai mis 47 degrés en angle limite, ça suffit. Et là après on va pouvoir venir gérer la largeur, d'accord? Voilà, et la largeur est ici, tac. On va faire quelque chose d'assez dur. Voilà, d'accord? Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les montrer dans le viewport, vous ne les mettez qu'au rendu. Comme ça, ça rame beaucoup moins. Donc voilà, hop, ça c'est très intéressant pour les formes rondes comme ça ici, très intéressant. Ça va être aussi intéressant pour cette forme là par exemple, on y arrive. Alors le cockpit, pareil, on va pouvoir mettre un subsurf et aussi un bevel. Donc pour ça, comment on fait? Eh bien simplement, pareil, bevel, tac, en angle. Vous regardez en wireframe où est-ce qu'il fait ses angles. Il nous faut en haut, voilà, et en bas. Vous venez gérer la largeur pour que ce soit un peu plus dur, voilà. Et là, vous mettez ici derrière un subsurf et on n'en parle plus. Vous le voyez, c'est parfait. D'accord? Vous ne le montrez pas, vous ne le montrez pas. Le subsurf, je vous conseille de mettre 2 rendus, ça suffira. Au-dessus de 2, c'est vraiment très rarement, à part quand on a très peu de faces et qu'on doit rendre de très près, mais là, c'est pas le cas. Au pire, on verra qu'il y a plein de choses intéressantes à faire avec le subsurf. Pareil ici, donc, je recommence, hein, rien de compliqué, un bevel. Tac. Ici, on voit que ça galère de ouf. On met l'angle, on met un angle beaucoup plus petit, plus grand, pardon. Voilà, comme ceci. On met 2 unités et on vient gérer la largeur. Voilà, on serait sur quelque chose de comme ça. Et ici, je viens mettre un subsurf. Tac. Et c'est terminé, on n'en parle plus. D'accord? Donc c'est vraiment très intéressant. Alors on va venir le smoother aussi, j'ai oublié de le smoother lui. Hop là, voilà. Donc vous voyez, ça fait gagner énormément de temps cette technique. Hein. Ça vous évite de vous taper les edges à la main en modé. Donc, et en plus c'est procédural, donc vous pouvez revenir dessus. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors le détail des ailes, pas de subsurf ni rien, c'est très carré, il n'y a aucun souci. Alors par contre ici on va en avoir besoin, pourquoi? Parce qu'en fait ici on a des choses qui sont rondes mais qui ont très peu de topo parce que j'ai modélisé en low poly. Donc on va utiliser cette technique aussi du bevel pour venir arrondir ces objets là. Pareil, même principe, bevel, je viens gérer le bevel en fonction de l'angle, ici. Donc 30 degrés me paraît une valeur correcte, 33 ça m'a l'air pas mal. Et une fois que ça est fait,
je viens mettre ici, encore une fois, un subsurface. Tac. Ici, je viens mettre en 2. Voilà. Donc vous voyez, ça peut vraiment sauver la vie. Hein. Ce genre de technique est vraiment très très intéressante. Donc on va augmenter l'angle un petit peu. Je vois que j'ai des choses un peu... Ou non, on va le diminuer un petit peu. On va gérer la largeur. Voilà. Alors on est vraiment sur des très petites valeurs ici, donc c'est un peu compliqué à gérer. On serait sur quelque chose comme ça, je pense. Donc vous voyez par contre qu'on a quelques objets qui viennent un peu foutre le bordel. Ici, celui-là et celui-là dans le milieu. La solution ici, c'est de simplement les séparer, parce que sinon ils vont nous embêter. Donc vous passez en edit mode, d'accord, et vous venez sélectionner les objets qui nous embêtent. Donc cela, 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 cela. Et vous venez simplement faire un P ici, et vous faites sélection, ça sépare les objets. Maintenant cet objet-là, vous pouvez supprimer les modifieurs de bevel et de subsurface. Voilà, ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Et eux, on peut aussi les mettre en flat, puisqu'on n'a vraiment que des hard edge dessus. Et voilà, donc ici, on peut revenir sur cet objet-là, et on va venir cacher le subsurface et cacher le bevel. Donc juste, rappelez-vous, quand c'est caché, ça veut dire que ça sera rendu, mais pas affiché au viewport. Ça ne sert à rien d'afficher les choses qui sont trop lourdes au viewport. Donc on était au détail Z, ici... Tout est hard edge, donc aucun problème ici. Détail du cockpit, pas de souci. Détail moteur, pas de problème. Alors, edge, ici, pas de problème. C'est très, très, très dur ça. Et de toute façon, vous voyez, on avait déjà mis le bevel ici. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir juste rajouter le petit subsurface. Donc pour ça, vous connaissez la chanson. Hein. Là, franchement, on fait que répéter depuis tout à l'heure. Donc, aucun souci. Hop. Le haut du cockpit, c'est qu'un objet. Hein. Alors, par contre, lui, vous voyez, le haut du cockpit est arrondi ici. Donc, il faut qu'il soit arrondi, comme celui-ci. Donc, ici, lui, il a déjà le bevel sur lui. Donc, c'est très bien. On va pouvoir lui rajouter le subsurface, ici, au-dessus du mirror. Non, en dessous du mirror. D'accord. Voilà. Vous voyez, alors, on a une petite... un petit overlapping ici à ce niveau-là. On viendra y toucher après. Pour l'instant, je vais juste laisser comme tel. Hop. Et je vais venir ici faire la même chose sur lui. Donc, un bevel. Encore une fois, rien de compliqué. Ici, par rapport à l'angle, un angle de 45 degrés. Une largeur à l'aller. Hop. Voilà. Deux segments. Très important d'avoir deux segments. C'est les deux segments qui font que c'est dur. Un segment, ça ne suffit pas. Et si vous mettez un subsurface, tout simplement. Allez, on va revenir simplement sur lui, qui nous fait un petit peu des siennes. On va enlever le bevel, le mirror. Enfin, surtout le mirror, en fait. Voilà. On va regarder ce qui se passe. Alors, ici, on voit qu'on a un overlapping parce qu'on a une face, en fait, qui a 5 côtés. Et Blender n'aime pas trop les faces à 5 côtés. Donc, ce que je vous propose de faire dans ces cas-là, vous prenez la face qui pose des problèmes. D'accord ? D'accord. Dans tous les cas, de toute façon, en modélisation, en général, on n'aime pas trop les faces à plusieurs côtés. Hein. Donc c'est ce qui se passe quand on fait des booléennes qu'on a fait ici. Donc on va venir faire ça comme ça. Et là, on va venir faire simplement barre d'espace et tri... hop, pardon. Tri... Allez. Angulate face. Donc CTRL-T. Tac. Maintenant que ces faces sont triangulées, vous allez venir faire quad... tri, et là vous faites tri tout quad, ça convertit les angles de les angles de 3 côtés en 4 côtés. Il faut absolument que vos angles soient de vos faces soient de 3 côtés pour qu'elles soient transformées en 4 côtés, sinon ça marche pas. Si vous essayez de faire une face de 5 côtés directement en 4 côtés, il va rien faire. Donc faites bien d'abord les triangles, CTRL T et après CTRL J pour quadranguler. Maintenant, vous voyez que le défaut est déjà un peu moins visible, mais il est toujours là. Donc, on va venir un petit peu travailler la topologie à ce niveau-là pour que ce soit plus propre. En fait, le problème, c'est cette face-là. Donc, vous supprimez la face qui pose problème, d'accord? Et vous venez simplement refaire des faces ici. Tac. Et ici, on a une autre face. Tac. Hop. Là, on a beaucoup moins de problèmes. On va faire la même chose de l'autre côté. On a une face ici
qui s'est mis au-dessus, qui s'est retourné. Donc on va changer ça. Vous venez simplement sélectionner vos faces. Tac, 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 tac. Alors il faut savoir que quand on fait des booléennes, rappelez-vous on avait fait un booléen pour faire ça, ce genre de problème arrive relativement souvent. Et c'est assez difficile à éviter en fait. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Là c'est quand même beaucoup plus propre. On a encore un petit pincement ici, mais ça nous embêtera pas ici. D'accord. Donc sachez que ce genre de petits pincements et ce genre de choses quand on travaille avec du booléen est presque inévitable. Si vous ne voulez pas faire ça, et c'est très compliqué de faire ce genre de forme sur une sphère et que ça reste bien droit en topo, c'est très compliqué. Donc on n'a pas trouvé. Il y a des solutions, hein. On peut se prendre la tête et le faire vraiment très proprement en refaisant la topo, en faisant une retopologie comme on dit. Mais c'est pas le but ici, dans le sens où notre vaisseau sera toujours filmé comme ça, donc personne le verra. Donc voilà, il faut toujours penser à ce qu'on verra. Pensez toujours quand vous travaillez, qu'est-ce qu'on va voir plus tard dans mon film. Est-ce que c'est filmé de près, est-ce que c'est filmé de loin, sur quoi il faut que je travaille, sur quoi il faut que je m'applique. D'accord. Donc vous voyez que là, je ne le vois pas. Hop. C'est indispensable de penser comme ça. Si vous ne pensez pas comme ça, vous allez faire que du travail dans le vide qui au final ne se verra pas. C'est vraiment dommage de travailler pour rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors pareil pour lui, ici. Lui, on va juste lui mettre des bevels. On va pas faire de subsurf, juste lui mettre un bevel sur les bordures ici, tout simplement pour durcir ses edges ici, que ce soit plus joli. Mais pas de subsurf, ça servira à rien de faire un subsurf. Alors je vois que là, hop, ça passe à travers. On va juste prendre ces points-là. Petit problème de modé. Voilà, GX, tac, voilà, hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on va simplement venir mettre un bevel, pas de subsurf, ça sert à rien, on n'a pas envie de venir smoother les angles, ils sont très bien comme ils sont. On vient juste mettre un bevel. Le bevel est mis, on vient venir mettre donc une limite d'angle, l'angle c'est 30 degrés, c'est très bien, on peut même mettre 45. Et ici on va mettre une largeur ici très faible. D'accord. Alors hop. Allez mon gars. Alors souvent vous pouvez y aller dans la largeur. Là c'est vraiment... Voilà. Très bien. Et vous mettez hop 2 angles. Voilà. Là maintenant on a quelque chose de beaucoup plus hard. Ici vous le voyez. Vous le sentez que c'est plus difficile. Vous voyez. Hop la différence. Et ça, ce genre de choses, c'est très important pour des plaques de métal comme ça qu'on vient poser. Il faut que les contours soient assez durs, sinon ça fait tout de suite un peu fake. Donc voilà. Hop. Ici, ouais. Très bien. Ok. Donc voilà. Pareil, le bevel, pas la peine de le voir. Donc voilà, donc vous avez découvert un petit peu le côté... Ah, on a encore oublié un. Donc lui, pareil, rien de compliqué par contre. Un bevel. Tac. Par angle. 2. Et un subsurf. C'est un contrôle 2 si vous voulez faire un subsurf. En fait, vous faites contrôle et pas le pavé numérique, mais sur les numéros du dessus, vous appuyez sur un numéro au hasard et ça va mettre le niveau de subsurf dans le viewport que vous avez voulu mettre. On va aussi le smoother ici pour éviter d'avoir ce genre de crénelage. Et c'est très bien, ça suffira largement. Vous pouvez maintenant cacher le bevel, cacher le subsurf. Voilà. Rappelez-vous, quand c'est caché, c'est quand même rendu. Hein, d'accord ? Soyez bien conscient de ce genre de choses. Et voilà, on a terminé. Écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Donc c'était vraiment la base. Hein. On n'a vraiment rien fait d'incroyable. Ici, on a juste renommé nos objets et on les a rendus vraiment terminés pour le rendu et le modeling. D'accord. Donc la semaine prochaine, on attaquera comme le X-Wing les UV. Donc les UV, rappelez-vous, c'est pour déplier notre objet en 2D pour pouvoir venir après peindre dessus la texture, donc la crasse, la saleté, le métal, etc. Donc ça va nous permettre d'ajouter encore pas mal de détails sur notre vaisseau, d'accord, quand on aura fini les UV. Mais sachez qu'on va animer avant de faire les UV, d'accord. Animer avant les faire des UV. Pourquoi? Parce que si... animer avant de faire les textures, pardon. On va faire les UV, animer et après... animer et après faire les textures. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait les textures avant d'animer, bah, ça se peut qu'on texture encore une fois des choses qu'on ne voit pas et ça n'a aucun sens de faire ça puisque vous travaillez pour rien. D'accord? C'est très important. Alors, pour rendre notre vaisseau animable, on va dire prêt à l'anime quoi, avant les UV, on va faire un truc. On va prendre toute notre modèle. Enfin, en fait, on va faire Shift A. On va créer ici un empty. D'accord? L'empty, on va faire ici un... soyons fous. Allez, faisons un cube. D'accord? Ce cube, on va lui mettre un scale équivalent au vaisseau. D'accord.
Alors vous pouvez mettre la size ici du cube, ou vous pouvez le scaler comme ça, c'est vous qui voyez, on s'en fout. D'accord? Par contre, si vous le scalez comme ça, par exemple, là je vais le scaler comme ça, ici faites bien après CTRL A et vous faites Apply Scale. Qu'est-ce que ça fait? Ben voilà, vous le voyez, ça vient remettre le scale au même endroit. Alors, comment je fais si je veux garder cette forme et pourtant avoir mon scale à 1? Alors déjà, pourquoi je veux avoir mon scale à 1? Ben, en fait, parce que si vous ne mettez pas votre scale à 1, quand on va parenter tous les objets dans l'empty, en fait l'idée c'est ça, de mettre tout dans l'empty, comme ça l'empty va tout contrôler, et bien c'est très problématique parce que les objets vont prendre une échelle compensatoire pour gérer la déformation d'échelle. Je vous montre, ici vous voyez j'ai une échelle de 1, 0,8, 1, d'accord? Je parente juste les ailes à l'échelle, donc je vais mettre l'empty et les ailes dans un calque à côté, donc M, et vous faites ça ici, c'est juste pour gérer, en fait c'est différentes sous-scènes en fait, ça s'appelle des layers. Et je vais prendre les ailes et je vais les parenter à l'empty. Qu'est-ce qui vient de se passer en fait? On ne le voit pas, c'est ça qui est dangereux en fait. On ne voit pas ce qui se passe quand on fait ça, mais Blender nous fait un truc sans nous le dire. Regardez, maintenant les ailes, pour garder cette forme, elles ont dû compenser le scale de notre empty, d'accord? Regarde si je fais Alt. Ah, ils sont les couilles. Donc, quand je parente ici et qu'il y a un scale, en fait, Blender compense le scale de notre objet ici en faisant faire un scale et en appliquant le scale sur l'objet. Donc nous, c'est transparent pour nous, donc c'est très bien. Mais sachez que quand même, quand on anime et quand on a un contrôleur, on n'aime pas trop qu'il y ait des valeurs dans le scale ici. Ça peut avoir des problématiques quand on va faire du rig, etc. etc. Donc on pourra en voir quelques-unes quand on scalera et qu'on animera. Mais donc, quand c'est comme ça, donc vous pouvez déparenter vos ailes. Et on va simplement venir faire ça. On va faire un scale sur Y. Sur X aussi pour vraiment être parfait. Scale Y. Donc là, on a plein de valeurs dans le scale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un truc qui est assez intéressant. C'est que Blender nous permet d'utiliser ce qu'on appelle les deltas. Les deltas, c'est quoi? C'est ça. Les deltas, c'est les deuxièmes transformations. En fait, c'est des deuxièmes valeurs de transformation qui nous permettent d'avoir toujours ces valeurs-là. Parce que si vous voyez, je fais CTRL A, Apply Scale, il me remet mon scale de base. Donc c'est débile. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je fais CTRL A et que je fais Scale to Delta, bim, le scale passe en delta et mon scale normal reste à 1, 1, 1. Et ça, pour le rig, pour l'anime, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, des fois, on va faire des multiplications avec le scale. On va s'arranger pour que le scale passe de 1, 0, etc. Et si vous avez un scale qui n'est pas 1, mais un scale par exemple qui est 0,854, bah vous verrez, pour animer, c'est moins pratique. Alors, c'est possible. Je ne dis pas que c'est interdit de faire un scale à 0,854 et 0,9. Ça marchera, d'accord? Mais vous aurez potentiellement des problèmes de valeur à venir rechercher, etc. Ce sera plus long, ce sera moins pratique, d'accord? On parlera d'une question de pratique ici. C'est pas indispensable. Le GL marche très bien si vous utilisez un scale de 0,854 par exemple, d'accord? Mais donc, restons pratiques et mettons bien un scale de 1 ici et mettons le scale ici dans le delta. Donc pour mettre dans le delta, c'est CTRL A et vous mettez scale to delta. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir remettre tout ça dans le premier layer et on va sélectionner tous nos objets en faisant A. On va sélectionner notre empty à la fin. On va faire CTRL P et Object, d'accord? Logiquement, si tous vos objets étaient à la bonne place et vous avez bien modélisé au centre du monde en faisant des mirrors, vos objets n'ont pas dû bouger. Imaginons vos objets ont bougé, ce qui peut arriver. C'est pas grave. Vous faites CTRL Z, vous faites CTRL P, vous faites Keep Transform ici. Et là, vos objets ne bougeront plus. D'accord? Ça voulait dire quoi si vos objets ont bougé? Ça veut dire que vos objets avaient des valeurs, et que par exemple lui était là, et qu'en fait en modé, votre truc était là. D'accord? Vous voyez, il est au bon endroit, et pourtant il a des valeurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas grave, vous faites un CTRL P qui transforme et Blender va venir assigner en fait l'inverse de la valeur pour remettre l'objet au bon endroit. Et vous, ce sera transparent, vous ne verrez rien. D'accord? Attention tout de même, pareil, question de pratique, toujours mieux d'avoir des objets avec toutes leurs valeurs de location à 0 quand c'est le même objet. D'accord? Et en fait, on va venir déplacer seulement l'empty. Et c'est lui qui va avoir des valeurs. L'objet à l'intérieur n'aura jamais de valeur. Ça peut être très intéressant. Par exemple, si vous voulez, voilà, vous savez que vous avez bougé l'objet ici de 2, vous voulez le remettre à 0, ben voilà, vous le remettez à 0. Si vous avez déjà des valeurs ici, ben pour remettre l'objet exactement au même endroit, c'est plus compliqué. C'est possible, mais c'est plus galère. Donc encore une fois, le fait d'avoir tout à 0 au milieu dans l'empty, c'est juste une question de pratique. D'accord? Alors, pour terminer, notre empty, on va le renommer tout simplement. Donc on va prendre l'empty, on va le renommer et on va l'appeler control ici. Donc CTL pour control et TIE Fighter.
Voilà, et donc là, concrètement, notre objet est prêt à être animé, on peut faire ce qu'on veut avec, d'accord? On va aller voir qu'il y a pas mal d'autres choses encore à faire, mais on a vraiment la base, et c'est vraiment beaucoup plus pratique que si, imaginons, on avait tout parenté à la tête, par exemple, pour sélectionner, ça aurait été l'enfer, d'accord? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner que un petit. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est par exemple de venir, quand on animera, tout désélectionner, enfin pas tout désélectionner, mais tout rendre désélectionnable. Et comme ça, après, on est sûr de sélectionner que le petit quand on travaille. Et ça, c'est hyper pratique pour animer, ça permet de gagner un temps fou. Donc d'accord. Donc voilà, encore une fois, tout ça, c'est pas des vérités absolues, c'est pas des choses qui sont indispensables, c'est des choses qui sont pratiques. Encore une fois, c'est entre guillemets une manière de travailler. Il y a plein de manières de travailler, d'accord? Il n'y a pas une manière qui en vaut une autre. C'est pas la meilleure manière, c'est une manière parmi tant d'autres. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir. Surtout, posez-vous les questions, comment je peux travailler le plus efficacement possible. À la fin de tout ce pipeline de ce projet de bataille spatiale, vous aurez vu le modeling, un peu de rig, les UV, l'animation, enfin l'animation de caméra, donc le layout, l'animation, les éclairages, les shaders, les textures, le rendu, le compositing, et tout ça vous pourrez voir ce qui a été et ce qui n'a pas été pour vous. Vous pourrez voir ce que vous avez trouvé pratique et ce que vous avez trouvé moins pratique. Et là, l'exercice que vous aurez après à faire ça, c'est adapter à votre situation, à votre projet, à ce qui vous paraît le plus pratique et où est-ce que vous travaillez le plus efficacement en utilisant le moins d'énergie. C'est ça le plus important. Une fois que vous aurez compris ça en 3D, d'ailleurs c'est pareil pour tout, c'est pas seulement dans la 3D, mais là on parle de 3D, donc une fois que vous aurez compris ça en 3D, que en fait chaque technique est intéressante pour certains projets et d'autres projets vont utiliser d'autres techniques. L'idée, c'est d'être le plus efficace possible en passant le moins de temps possible. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez vraiment commencer à avancer le plus rapidement possible, à connaître vos raccourcis, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important de toujours se poser la question, comment je vais faire ça pour être le plus efficace possible, le plus rentable possible, le plus rapide possible. C'est vraiment indispensable de travailler comme ça, sinon vous allez vraiment prendre beaucoup de temps et vous ne vous améliorerez pas. En fait, vous allez améliorer votre technique, mais vous n'allez pas améliorer votre efficacité. Vous n'allez pas travailler rapidement. Et il faut que vous travaillez rapidement. Pourquoi? Parce que si vous travaillez rapidement, vous faites des projets plus rapidement et vous avez le temps de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc, par exemple, si vous êtes passionné par le rendu, j'en sais rien, et ben si vous faites un projet et vous arrivez à modéliser rapidement parce que vous avez acquis des automatismes, vous comprenez comment être efficace en vous posant les bonnes questions, à savoir comment je vais travailler plus tard, comment faire pour que ça soit pratique, et ben vous allez pouvoir passer plus de temps sur le rendu et sur ce qui vous plaît vraiment. Donc, c'est vraiment indispensable de faire ça. Sinon, vous n'arriverez pas, à vous épanouir dans votre métier et c'est quand même assez dommage. Donc prenez ces habitudes de travailler le plus rapidement possible et le plus efficacement possible et toujours se poser la question, comment est-ce que c'est possible, comment faire pour que ce soit le plus pratique derrière. C'est ça qui va faire que vous pourrez vraiment prendre le temps derrière de travailler sur ce qui est vraiment important pour vous, et ça, ça change d'une personne à l'autre. Donc vraiment, je peux pas vous montrer la voie, je peux vous montrer des techniques, je peux vous montrer mes astuces, je peux vous montrer mes astuces et mes trucs que je trouve pratiques pour travailler rapidement, mais c'est tout. Après, ça va être à vous de prendre ça en exemple, de prendre ce qui vous plaît, d'enlever ce que vous aimez pas, et puis après ça va aller tout seul. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour le prochain cours. On va faire les UV de ce TIE Fighter et on entrera après enfin dans la partie d'anime. Donc d'abord ça va être le layout. Le layout c'est quoi? C'est le placement des caméras et l'anime à l'arrache pour vraiment comprendre comment ça se passe. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer vraiment l'anime, et ça va vraiment être hyper intéressant. Et c'est là qu'on va commencer à vraiment avoir un petit peu la quatrième dimension du temps en 3D, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour ceux qui aiment quand ça bouge. C'est là qu'on se marre. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien surtout, pensez à ce que j'ai dit sur les techniques et la manière d'être efficace, et puis bon courage surtout. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours déjà jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, merci.